Je vais vous emmener dans les Landes où on a mené effectivement des ateliers participatifs avec des acteurs locaux, où on a utilisé un modèle hydrogéologique qui a été du coup un instrument, un outil qu'on a utilisé durant ces ateliers, mais ça n'a pas été le seul outil qu'on a utilisé, pour engager les acteurs locaux de ce territoire dans les Landes dans une réflexion sur l'adaptation au changement climatique. Alors je vous emmène dans les Landes, qui est un système assez anthropisé. On a travaillé sur le bassin versant des lacs du Born, plus exactement, qui est donc caractérisé par des grands lacs dont le fonctionnement est extrêmement lié aux eaux souterraines. Donc c'est la nappe plio-quaternaire qui est appelée nappe des sables, qui est un aquifère libre, subaffleurant, avec des débordements en période de hautes eaux. Et cette nappe, elle est visible dans les zones agricoles et forestières. Cette nappe, dans les zones forestières en amont du bassin versant, elle forme des zones humides qu'on appelle les lagunes, dans le langage local, dont le niveau varie avec celui de la nappe. Cette nappe, elle est drainée par un chevelu de fossés et de canaux, donc dans ces zones agricoles et sylvicoles. C'est un territoire qui, historiquement, a été profondément façonné par l'homme, qui a drainé en fait le marais landais et qui a planté et exploité la forêt de pins. Le réseau de fossés et canaux alimente ensuite les cours d'eau ou rivières qui sont nommés localement des crastes, c'est le nom local. En fonction du niveau de naturalité ou d'artificialité qu'on attribue à ces rivières, on utilise un langage différent. Craste, c'est vraiment pour souligner sa nature artificielle, et cours d'eau, rivière, plutôt son caractère naturel. Et ces cours d'eau alimentent ensuite donc des grands lacs qui sont reliés entre eux par des canaux aménagés d'écluses qui permettent de gérer les niveaux d'eau. Donc là, c'est des zones plutôt urbanisées et très touristiques, ces grands lacs. Et puis, cette chaîne des étangs, elle s'écoule du nord au sud. Alors là, vous avez les lagunes dont j'ai parlé au début. Cette chaîne des lacs, elle s'écoule donc au nord vers le bassin d'Arcachon et puis au sud par le courant de Mimizan qui se jette dans l'océan. Les usages de l'eau, c'est l'eau potable, l'agriculture irriguée, la sylviculture. Aussi, il y a des forages pour la lutte contre les incendies. Le tourisme, le nautisme, la chasse, la pêche, et puis évidemment, ces ressources en eau, il y a beaucoup d'écosystèmes patrimoniaux, naturels qui en dépendent. En fait, depuis un certain nombre d'années, se sont produits des événements hydroclimatiques un peu extrêmes sur ce territoire. Des problèmes comme la baisse estivale des niveaux des nappes, des inondations, des développements de cyanobactéries liés à l'évolution de la température de l'eau, des problèmes d'incendies, voire de très grands incendies. Et ce qui a amené les acteurs locaux, notamment les gestionnaires à l'échelle du bassin versant, à se poser des questions sur la résilience à long terme de ce territoire en contexte de changement climatique, puisque ces événements menacent à la fois les écosystèmes et puis beaucoup d'activités socio-économiques de ce territoire, parce que ces activités se sont bâties sur la maîtrise des flux d'eau. Et cette maîtrise, elle est aujourd'hui remise en question par ces phénomènes hydroclimatiques. Et donc, ça les a amenés à initier une réflexion prospective sur l'adaptation au changement climatique. Alors, c'est initié par la commission locale de l'eau du SAGE étangs littoraux Borne et Buch. Ils ont un syndicat mixte qui est chargé des études techniques, et puis ils ont profité d'un programme de financement du projet LIFE Eau et Climat, et ils ont été appuyés d'un point de vue méthodologique par donc notre équipe. On s'est un petit peu interrogé sur comment répondre à leurs questions, et notamment eux, ils souhaitaient avoir vraiment une démarche qui impliquait le plus largement possible les acteurs du territoire, les acteurs dans un sens large, c'est-à-dire les acteurs effectivement socio-économiques qui ont des activités qui dépendent des ressources en eau, mais aussi des associations environnementales, de consommateurs, voire le grand public. Mais bon, ça, c'est une dimension qu'on n'a pas pu aborder. Il y a plusieurs éléments dans la littérature qui pointent que ça pose des défis particuliers de faire participer sur les questions de changement climatique et d'eau souterraine. C'est double difficulté.
puisque voilà, construire une communauté d'intérêt autour d'un objet invisible, c'est compliqué. Autour de futures décisions à prendre, c'est aussi compliqué, qui vont concerner les générations futures. Il y a aussi un défi en termes de connaissances, puisqu'il faut arriver à construire une compréhension partagée sur une ressource invisible et donc passer par des médiations, et même comprendre le changement climatique, c'est aussi passer par des médiations, parce qu'on peut avoir une compréhension empirique de changement, mais pour se projeter dans le futur, ça nécessite aussi des outils de connaissance particuliers. Et puis, il y a des enjeux aussi liés aux décisions, voilà, que les décisions soient les plus adaptées possibles aux spécificités du territoire, qu'elles s'inscrivent dans des principes de justice ou d'équité vis-à-vis des différentes composantes de la société. Et puis, il faut pouvoir prendre des décisions en contexte d'incertitude et en intégrant le très long terme, c'est-à-dire les conséquences que les décisions pourraient avoir dans le futur, ou les conséquences aussi d'une non-décision, d'une non-action. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence dans le futur? Alors, on a proposé une démarche basée sur 3 étapes. Tout d'abord, une phase de compréhension partagée, où on a fait un peu l'état des lieux de la diversité des connaissances et perceptions qu'on pouvait avoir sur à la fois l'hydrosystème, comment il fonctionnait, et puis les impacts attendus, potentiels du changement climatique sur cet hydrosystème et sur les activités du territoire. Ensuite, une phase où on a réfléchi à des mesures d'adaptation possibles en fonction des enjeux des vulnérabilités qu'on avait identifiées préalablement. Et puis une phase où on a discuté d'une potentielle stratégie d'action commune à l'échelle du territoire sur l'adaptation, en termes d'adaptation. Et puis ensuite, c'est aux acteurs locaux de s'emparer de ce travail et de voir ce qu'ils en font, eux, dans leur processus décisionnel. Et puis donc, on a mobilisé le modèle hydrogéologique dans 2 phases principales. La première, celle de la compréhension partagée, et puis celle de l'adaptation, donc je vais revenir là-dessus. Alors ça, c'est pour vous donner un aperçu de la diversité des participants, diversité des usages, des secteurs, des intérêts aussi représentés, qui peuvent être contradictoires, chacun des acteurs défendant des intérêts qui lui est propre. Diversité des rôles entre des élus, des techniciens, des professionnels, des associations, des représentants de l'État. Et puis, il y a aussi différents niveaux préalables de connaissances et de sensibilité aux enjeux eau et changement climatique. Alors, quel a été l'usage du modèle pour une compréhension partagée? D'abord, dans les entretiens préalables qu'on a réalisés avec les acteurs du territoire, on a voulu comprendre comment il se représentait le souterrain. C'est déjà la conclusion. Et on s'était aperçu qu'il y avait des divergences entre des visions de ce qui se passe en souterrain, entre par exemple vision d'une nappe libre, qui correspond finalement, qui est assez proche de la vision des scientifiques sur le fonctionnement de l'hydrosystème, et puis des visions plutôt karstes, avec des poches d'eau, des rivières souterraines, etc. Donc, la première utilisation du modèle en atelier, c'est... Ah oui, et puis aussi diverses représentations des impacts attendus du changement climatique, entre certains qui se disent bon, finalement, on devrait s'en sortir, et puis d'autres qui pointent des situations plus compliquées dans le futur. Donc l'usage du modèle, ça a été pour essayer d'arriver à une compréhension plus partagée possible des impacts attendus du changement climatique et aussi de comment fonctionne l'hydrosystème local. Je ne détaille pas plus. Et l'usage du modèle pour l'adaptation, ça a été de dire, voilà, vous avez identifié plusieurs leviers potentiels d'adaptation pour votre territoire, on va se servir du modèle, on va le mettre à votre service pour voir ce que ça donne effectivement si on active tel ou tel levier d'adaptation. Donc on a eu des simulations avec ce modèle, et c'était des simulations qu'on appelle tout ou rien, c'est-à-dire on enlève tous les prélèvements agricoles, on enlève tous les prélèvements dans le lac, on enlève le couvert forestier qui pompe dans la nappe, et puis on voit ce que ça donne, et ça nous donne des informations utiles pour comprendre l'efficacité de tel ou tel levier d'action si on veut agir sur différents éléments du cycle de l'eau, le niveau de la nappe, le débit des rivières, le niveau des lacs. Et à partir de ces simulations qu'on a présentées donc aux acteurs, on a engagé des discussions pour les décrypter et pour bien comprendre ce qu'elles nous apprenaient sur le cycle de l'eau, les problématiques ou les vulnérabilités du territoire vis-à-vis du changement climatique, et puis on a discuté sur comment aller plus loin dans une perspective de stratégie d'action si on voulait agir sur tel ou tel levier.
Quelques enseignements, c'est vraiment, j'essaie de faire ça très rapide, mais j'ai essayé de brainstormer avec mon équipe pour tirer des enseignements. Tout d'abord, l'usage du modèle qu'on a eu dans ce processus, ça a permis de rendre un peu plus visibles et compréhensibles les processus hydrogéologiques et les impacts du changement climatique. Comme on l'a vu, il y avait une diversité au départ, bon, ça a permis d'éclairer certaines choses et d'en construire une compréhension plus commune. Le modèle n'est pas demeuré une boîte noire, c'est-à-dire que les scientifiques ont veillé à expliquer son fonctionnement, les données d'entrée, ce qui permettait de faire et pas faire, donc éclairer ce qu'on y mettait dedans le plus clairement possible. On a pointé aussi l'importance des échanges avec les acteurs qui sont venus parfois vérifier, compléter, corriger le modèle en disant vous avez oublié tel prélèvement, vous avez oublié telle chose. C'est important, intégrez-le. Donc le modèle s'est aussi nourri des échanges avec les acteurs. Et puis ce qui est très important, c'est que les demandes ou attentes des acteurs locaux ont influencé le développement et l'usage du modèle. C'est-à-dire que les simulations, les chercheurs n'avaient pas idée au départ de ce qu'ils allaient proposer comme simulation. C'est vraiment venu des ateliers qui ont fait émerger des leviers d'action et ça a influencé le type de simulation qu'on allait faire. Donc il a été vraiment mis au service de la réflexion des acteurs sur l'adaptation. Et pour terminer, j'aimerais donner le point de vue de Jean-Charles Monceau, qui était l'hydrogéologue en charge de ce modèle. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est que par rapport à d'autres projets auxquels il est habitué, ça lui a permis de remettre le modèle à sa place. C'est-à-dire que par rapport aux enjeux, à la complexité, parce qu'on a affaire à des processus complexes avec beaucoup d'incertitudes, notamment en lien avec l'anthropisation forte du territoire, le fait de vouloir représenter le changement climatique. Du coup, ça nécessite forcément de faire des simplifications dans ce modèle, et donc le modèle ne peut pas être et ne doit pas être l'unique pourvoyeur de connaissances. Il doit y avoir d'autres sources d'informations, les connaissances locales des acteurs qui viennent nourrir la réflexion collective. Ce modèle il permet d'explorer le futur à long terme et il ne permet pas d'être un appui à des décisions de court terme. Donc ça aussi par rapport à d'autres usages de modèles, par exemple, dont vous avez pu entendre parler au sujet des méga-bassines. Là, ce n'était pas du tout l'approche d'avoir des décisions à court terme, c'était plutôt un modèle pour se projeter à l'horizon 2070-2100 et de se projeter sur des grandes tendances temporelles et spatiales. Il permet de se projeter, mais il est aussi à articuler avec d'autres outils et d'autres formats plus narratifs, parce que le modèle, c'est quand même un langage technique. Et donc, nous, on l'a articulé aussi avec d'autres outils, d'autres méthodes de dialogue. Et puis, il faut que ce modèle il trouve sa bonne place dans le processus de décision locale, c'est-à-dire il faut qu'il sache à quel moment il intervient. Il faut savoir à quel moment il intervient et bien calibrer son intervention. Là, on était dans une phase d'exploration, d'ouverture sur cette réflexion de l'adaptation au changement climatique. On n'était pas dans une phase très avancée dans le processus de décision. Et c'est ce qui a permis qu'il trouve sa bonne place.